Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être présents ce soir pour assister au webinaire qui s'intitule « Augmentation du coût de l'énergie, quelles solutions ?» Donc, pour les personnes qui se sont connectées juste après mon explication, normalement, vous avez deux écrans, notre présentation et notre caméra. Vous pouvez réduire la taille de notre caméra en plaçant le curseur entre la présentation et notre caméra. Normalement, vous avez un petit curseur qui allait apparaître et vous pouvez déplacer du coup pour réduire. Donc, je vous invite à faire ça. Le nombre de participants stagne, donc on va commencer notre présentation. Il y a 50 participants. Déjà, on va commencer par se présenter. Je suis Sophie Sour, chargée de projet énergie à la SP ALEC 1. Et ma collègue. Et donc, je suis Mélanie Decourty et je suis conseillère énergie auprès des particuliers du département de l'Ain. Donc, le webinaire là est enregistré, mais on ne voit ni votre caméra, ni vous pouvez activer votre son, c'est normal. Du coup, il sera disponible en visionnage autant de fois que vous voudrez prochainement. Donc, on va pouvoir débuter. En premier lieu, on va vous poser des petites règles, les règles du jeu. Donc, on va avoir un temps de présentation, vous allez avoir un temps d'écoute où vous pourrez suivre l'avancement avec le petit logo orange que vous voyez. C'est comme une petite barre d'avancement qui va se colorer au fur et à mesure de notre présentation. Il y aura un temps d'échange en fin de présentation. Vous allez pouvoir poser vos questions dans la barre qui s'appelle Q et R, donc pour questions et réponses. Il y a aussi une partie discussion, mais là, c'est uniquement pour vous. Là, on ne regardera pas les questions que vous pourrez poser ici. C'est vraiment dans la partie Q et R qu'il faut poser vos questions. Donc, j'espère avoir été claire. On va pouvoir commencer par le sommaire. Donc, ça va s'articuler en 5 parties. Déjà, vous présentez la société publique locale, donc Agence locale de l'énergie et du climat de l'Ain. Ensuite, une première partie sur pourquoi ma facture énergétique augmente. Une troisième sur comment réduire ma facture énergétique. Ensuite, quelles aides financières pour mes travaux. Et enfin, quels éco-gestes adopter. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer qui on est. Donc, on est l'Agence locale de l'énergie et du climat de l'Ain. On est un service, une société publique locale qui propose une expertise technique qui est aujourd'hui reconnue sur tout le département de l'Ain, sur tout le territoire. On a un actionnariat qui est 100% public aujourd'hui, donc ce sont les communautés de communes qui sont les actionnaires de notre société. Et on est un opérateur neutre et indépendant. Voilà. On a plus de 35 ans d'expérience. Donc avant la SPL, on était l'ALEC 01 et encore avant, on était Eliant, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc, notre cœur de métier, c'est la transition énergétique. On est là pour sensibiliser, informer, conseiller et animer. C'est le cas pour aujourd'hui. Donc, on fait un webinaire et on traite plusieurs sujets. Donc, les économies d'énergie dans l'habitat, les énergies renouvelables, la mobilité également, et puis les économies circulaires. Donc, pour ceux qui ne savent pas, une économie circulaire, c'est quand on met en relation deux entreprises, par exemple. Il y en a une qui va faire des déchets et qui peut être une matière première pour cette deuxième entreprise. Voilà. Donc, on travaille auprès des habitants, mais également auprès des professionnels et des collectivités locales. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse ce soir. Donc, la partie « Pourquoi ma facture énergétique augmente ?» Donc, déjà, pour avoir un ordre de grandeur, le budget moyen des ménages français en 2020 pour sa consommation énergétique, il est estimé à 2 690 € par an. Donc, ça correspond à la consommation d'énergie dans le logement, dont l'électricité et aussi les achats de carburant pour les déplacements. Donc, ce chiffre, si on regarde un peu dans le rétroviseur, en 2010, on dépensait 2 120 € par an. Et si on se projette, du coup, en relatif, on va dire plus 500 € par rapport à maintenant, est-ce qu'en 2030, on va payer plus de 3 000 € par an pour sa consommation énergétique ? C'est une vraie question et du coup, ça en amène une autre. Est-ce que ce n'est pas le moment d'agir
pour réduire ma facture, donc réduire ma consommation énergétique. Quand on parle de consommation énergétique, déjà, de quoi on parle? L'énergie, son unité, c'est le kilowattheure. C'est ça qu'on regarde, qu'on voit sur notre facture d'énergie. Mais c'est une unité plutôt abstraite et on connaît, nous, plutôt, on a plus voilà, matière. Quand on dit 1 mètre, c'est un grand pas, 1 kilo, c'est une bouteille d'eau, un litre, oui, voilà, 1 litre d'eau, c'est 1 kilo. Donc, quand on parle d'énergie, on connaît mieux l'unité des calories, en fait. C'est notamment celle qu'on ingurgite, on va dire, celle qu'on mange tous les jours quotidiennement. C'est notre besoin nutritionnel. On a 2000 kilocalories à consommer par jour pour répondre à nos besoins. Et en convertissant, ça correspond à 2,3 kWh d'énergie. Les thermiciens, nous, on parle, on a l'équivalence 1 litre de fuel, 10 kWh. Donc déjà, on voit que nos repas, ce n'est pas grand-chose à côté d'1 litre de fuel. Pour avoir aussi un ordre de grandeur d'1 kWh pour une voiture, c'est l'équivalent d'un parcours d'1,5 km. Et pour cette même énergie, en vélo, il faudrait nous pédaler 10 heures. Donc là, on se rend compte que l'énergie vraiment humaine, mobilisable rien que pour créer 1 kWh d'énergie, c'est énorme en fait par rapport à l'usage quotidien qu'on appelle pour nos logements et nos déplacements. Il y a une analogie de Jean-Marc Jancovici qui est vraiment parlante quand il parle d'une notion qui est l'équivalent esclave. Il dit qu'un Français consomme l'équivalent de 200 esclaves à temps plein pour son usage énergétique dans son logement. Donc, c'est vraiment énorme et on se rend compte vraiment que cette notion d'énergie, elle est vraiment abstraite et que c'est vraiment un sujet. Mais du coup, notre sujet, là, c'est vraiment notre facture et en fait, c'est quoi les kilowattheures notés sur ma facture? Déjà, l'énergie, ça provient d'un milieu, ça a vraiment une origine. Que ce soit le sol pour le forage de pétrole, la forêt pour le bois énergie. Ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie primaire. De cette énergie primaire, on va transformer ces combustibles en une forme exploitable pour nos systèmes. Donc, il y a des moyens pour produire, pour transformer, pour acheminer cette énergie qui vont avoir certains rendements et de coup, on va avoir des pertes, on va dire des pertes en ligne. Après ces pertes, on arrive à une énergie qu'on appelle l'énergie finale et c'est vraiment celle-ci qu'on trouve sur nos factures énergétiques. Ça correspond à nos consommations, donc pour le chauffage, pour l'eau chaude sanitaire. Quand on regarde sur notre facture, on compte également les taxes et les abonnements, donc qu'on peut assimiler du coup à nos fameuses pertes. Et là, on a enfin notre facture énergétique. Donc, la facture énergétique, elle est composée de notre énergie finale qui correspond à nos consommations réelles avec nos équipements et aux taxes et abonnements que l'on peut associer avec nos pertes en ligne. Donc ça, c'est un petit schéma pour vous expliquer d'où vient cette fameuse facture énergétique. Ensuite, quel est le prix de mon combustible? Donc là, vous avez un graphique qui vous présente les coûts en centimes d'euros de kilowattheure par énergie, par kilowattheure d'énergie entre janvier 2021 et janvier 2022. Pardon 2011 à 2011. 2011, pardon, janvier 2011, je ne sais plus ce que j'ai dit, et janvier 2022, donc sur une période de 10 ans. Et il y a plusieurs analyses qu'on peut faire sur ce graphique, mais on va vous dire les principales. Donc, on se rend compte que les énergies qu'on appelle fossiles, donc le fuel que vous voyez en noir, le gaz que vous voyez en bleu et en rose pour l'électricité qui provient du nucléaire, et ben, on se rend compte que ce sont ces énergies qui sont vraiment sensibles aux variations de prix et qui ont tendance à augmenter quand même significativement. Donc, on se rend compte quand même que pour le fuel, il y a eu un petit creux de la vague en 2020 et qu'on peut expliquer par le contexte sanitaire de la Covid. La demande a baissé, donc l'offre
le prix a baissé parce que l'offre et la demande, c'est le jeu. Hein, donc, moins on a besoin et moins le prix est élevé. Pour les énergies non fossiles, donc le bois énergie que vous voyez en rouge et en jaune en bas du graphique, elles sont en bas, elles sont les moins chères et elles sont aussi les moins soumises aux variations de prix. Donc en fait, ça s'explique par la gestion de la forêt française qui permet d'assurer la demande en bois énergie tout en étant indépendant du contexte géopolitique. D'ailleurs, là, notre graphique s'arrête en janvier 2022 et on ne voit pas l'impact de la guerre en Ukraine qui a éclaté 2 mois plus tard. Donc là, déjà, c'est vraiment pour vous montrer la tendance qui était déjà avant la guerre et que là, ça a encore flambé. Donc vraiment, la tendance générale, c'est l'augmentation du prix de l'énergie, d'où notre sujet aujourd'hui, quelle solution face à ça. Il y a le prix, bien sûr, du combustible qu'on a vu, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui influencent notre facture, on va dire, énergétique, qui gonflent notre facture énergétique? Déjà, on peut parler des systèmes de production. Si mon système de production de chaleur ou de ventilation n'est pas bien entretenu, eh bien, les performances baissent. Typiquement, un exemple concret, si mon radiateur électrique il prend la poussière, eh bien, l'émission de la chaleur va être plus compliquée. Donc, ça va nécessiter un appel de puissance supplémentaire en électricité pour atteindre la température de consigne. Autre chose de visible, les bouches de reprise que vous voyez dans votre salle de bain ou dans votre cuisine, si elles sont sales, elles vont s'obstruer, donc nécessiter un appel de puissance de mon ventilateur, de ma VMC, bien plus important pour extraire le même débit d'air. Donc là, ça va faire encore grimper la note d'électricité. Et c'est pareil pour les choses qui ne se voient pas, on va dire. Donc, ma chaudière et mon réseau hydraulique pour mes radiateurs à eau, eh bien, il faut bien programmer la maintenance de ces équipements pour qu'ils gardent vraiment toute leur performance et leur bonne performance. Il y a un deuxième facteur qu'on peut nommer rigueur climatique. Parce que oui, en fait, le changement climatique, ce n'est pas uniquement des vagues de chaleur. Hein. Si l'hiver commence plus tôt, on peut dire, eh bien, je vais allumer forcément mon système de production de chauffage avant, et donc ma période de chauffe est potentiellement plus longue. Donc là, on va consommer plus, fatalement. La notion aussi de température de consigne est importante. On considère que si on augmente d'1 degré Celsius la consigne de température, eh bien, on va avoir 7% de consommation de chauffage supplémentaire. Donc là, c'est aussi un critère important. Cette température de consigne, elle est liée, bien sûr, à une sensation de confort. On programme une température pour se sentir bien dans son logement. Donc, cette notion de confort qui rentre en jeu, on va vous la détailler un peu plus après. Alors justement, donc, parlons confort, le confort d'hiver et le confort d'été. Donc, pour la partie hiver, donc, devant vous, vous avez un croquis d'une maison qui est coupé en deux. D'un côté, vous avez une maison qui n'est pas ou plutôt mal isolée, et de l'autre, sur la partie droite, une maison qui a été isolée. La sensation de confort, c'est hyper subjectif. Quand on met une température ambiante de 20 degrés, quand il fait 20 degrés dans le logement, si on se rapproche des murs ou même des fenêtres, souvent on a cette sensation-là vers les fenêtres, si la maison est mal isolée ou que les murs sont mal isolés, la température des murs va être froide et du coup, elle va se rapprocher des 14 degrés. Donc, quand on se rapproche d'une zone froide, on va avoir une sensation de 17 degrés alors qu'il fait 20 degrés ambiant. C'est ce qu'on appelle la sensation de paroi froide. Et ça joue beaucoup sur notre ressenti, sur notre confort. En général, si on n'est pas bien, on aura tendance à augmenter le thermomètre et donc, du coup, à surconsommer. A contrario, sur la partie droite, on retrouve donc cette maison qui est isolée, les murs sont isolés. Et donc, si on se rapproche des murs, en fait, la paroi, elle est chaude, elle est à 19 degrés. Donc, s'il y a une température ambiante de 20 degrés et que la paroi est à 19 degrés, on va avoir donc une sensation, un ressenti à 19,5 et du coup, on est bien, en fait. Donc, il faut savoir que la gestion de l'humidité et puis aussi des infiltrations d'air va jouer sur cette sensation de confort. Et ça impacte forcément notre utilisation du thermostat et nos consommations.
En été, c'est un autre souci qu'on a. Avec le dérèglement climatique, les étés sont de plus en plus chauds. On a des inconforts dans certaines maisons et on a tendance à chercher la solution qui est souvent la climatisation. Donc forcément, installer une climatisation, déjà, c'est un certain coût. Et en plus, on consomme en été de l'électricité. Il faut savoir que ça coûte plus d'énergie de rafraîchir un environnement que de le réchauffer. Donc, du coup, il y a des solutions pour ce confort d'été. Déjà, la première, c'est la protection au soleil, en fait. Prévoir ce qu'on appelle des masques solaires autour de la maison. Donc, déjà, s'assurer de bien fermer les volets si le soleil tape sur les fenêtres. Si on a des Velux, prévoir des volets extérieurs qui coupent vraiment l'effet de serre entre le soleil et la vitre. Pourquoi pas aussi travailler la végétation si on peut autour de chez soi, en fait, planter des arbres, installer des pergolas bioclimatiques ou autres. Voilà, ça peut être des solutions vraiment pour couper cet apport de soleil qui va réchauffer la maison en été. Il y a une autre solution également, la ventilation. Donc, c'est très important de ventiler, surtout la nuit quand on peut, son logement pour pouvoir rafraîchir son environnement. Et également, il y a d'autres solutions comme l'isolation. L'isolation des toitures, donc le soleil, comme il est en hauteur, il va taper en priorité sur la toiture. L'apport de chaleur vient souvent de son toit. Et donc, il y a des matériaux qui sont plus intéressants que d'autres sur le confort d'été. Aujourd'hui, la plupart des maisons sont isolées en laine de verre, laine de roche ou encore en polystyrène, qui sont d'excellents isolants l'hiver, mais plutôt des mauvais isolants l'été, parce qu'ils sont trop légers. Et il existe d'autres matériaux qu'on appelle les matériaux biosourcés qui vont permettre d'avoir ce meilleur confort en été. En fait, ils retardent le temps pendant lequel la chaleur va traverser l'isolant pour entrer dans le logement. Donc, il y a plusieurs astuces pour pouvoir vraiment augmenter son confort en été également et ne pas passer sur une consommation plus importante via les climatisations. Donc, maintenant, on va vous proposer de regarder une petite vidéo. C'est l'histoire des trois petits cochons qui a été réinventée par Dorémy, par la société Dorémy. Donc, voilà, on vous laisse la découvrir. N'hésitez pas à nous dire si vous avez un souci au niveau du son, mais normalement, ça devrait fonctionner. Juste, je rappelle pour les nouveaux arrivants, quand vous rentrez dans le webinaire, vous devez voir nos deux écrans, donc la présentation et notre caméra en grand format. Vous pouvez réduire notre caméra, en l'occurrence, en vous plaçant au milieu des deux fenêtres et réduire, il y a un curseur qui devrait apparaître, vous pouvez réduire notre caméra. Je rappelle aussi que c'est enregistré, on ne voit pas vos caméras, vous n'avez pas accès au micro, mais que vous pouvez poser vos questions dans la partie Q et R, donc questions et réponses, et nous signaler des problèmes si vous avez des problèmes de son en l'occurrence, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. C'est parti pour la petite vidéo du coup. Les trois petits cochons dans un conte à dormir au chaud. Il était une fois trois petits cochons qui voulaient rénover leur maison. Le premier avait décidé changement de fenêtres et chaudières, c'est assez. Mais quand l'hiver fut venu, il fut bien déçu. Au plafond, des moisissures, presque pas de baisse de facture. Il isola ses combles à 1 euro, mais se fit avoir par un escroc. Il refit donc l'isolation et il eut alors l'impression d'en avoir fait bien assez et que ses travaux étaient terminés. Le deuxième avait fait son choix. Il isola fenêtres et toits. Il attendit quelques hivers avant de changer la chaudière. Et puis encore quelques années pour les murs et pour ventiler. Sa facture de chauffage décrut, mais pas tant qu'il aurait voulu, car l'énergie, toutes ces années, avait vu son prix augmenter. Et après tant d'investissements, il se trouva à court d'argent. Plus malin, le dernier cochon plus globalement regarda sa maison et logiquement, il se mit en tête de faire une rénovation complète avec un groupement d'artisans pour des travaux plus performants. Il optimisa le chantier et monta un bon plan financier. Et je vais vous dire son secret. Pour une bourse bien équilibrée, il paya ses mensualités avec le chauffage économisé.
Le loup, qui pendant toutes ces années avait disparu de nos contrées, un jour revint et proposa aux petits cochons de faire un test sur leur maison. Il souffla sur la première, l'air s'infiltra comme dans un gruyère. Il souffla sur la deuxième, le résultat fut presque le même. Puis il souffla sur la dernière, souffla fort et souffla encore, et ce, du lundi au dimanche, mais la maison resta étanche. Finalement ruinés par leur facture, 2 des petits cochons ont bradé leur masure. Et avec le loup, les 4 amis prirent résidence dans la demeure rénovée avec performance. Confortable l'hiver, confortable l'été, quel plaisir de respirer un air de qualité. Et de garder ses sous pour loisirs et fourrages au lieu de les gâcher en factures de chauffage. Vous qui voulez améliorer votre habitat, pas de demi-mesure, ne vous y trompez pas. Pourquoi rénover par morceaux en dépensant fortune à chauffer les oiseaux? Pour vous prémunir des défaites, privilégiez une rénovation performante et complète. Voilà pour la petite vidéo. On voit déjà des questions intéressantes dans la partie questions et réponses. Donc, on y répondra, mais en fin de présentation, ne vous inquiétez pas du temps, on va dire, de réponse. Donc, suite à cette petite vidéo, qu'est-ce qu'on doit en retirer, on va dire? C'est quoi l'enjeu qu'on constate? C'est que, bien sûr, on veut réduire sa facture énergétique. Et que du coup, pour ça, il faut réduire ses consommations énergétiques et avant ça, il faut réduire ses besoins de chauffage. Donc vraiment, tout est lié et on va vous présenter les solutions pour réduire ses besoins de chauffage et arriver jusqu'à une réduction de votre facture énergétique. Alors, je vais vous parler des différentes solutions. Donc, la première, c'est ce qu'on appelle la sobriété, c'est-à-dire réduire le besoin de chauffage, c'est commencer par isoler son logement pour avoir un besoin plus faible et donc du coup moins consommé. L'isolation du logement, ça se passe par plusieurs postes. C'est ce qu'on appelle l'enveloppe en fait du bâtiment. Et donc, en premier, souvent, on pense à la toiture. Donc, on appelle ça le plancher haut, donc l'isolation des combles perdus, mais également des combles aménagés. On a également du coup l'isolation des murs qui peut être une solution. Donc, il y a 2 façons d'isoler ces murs, soit par l'intérieur, soit par l'extérieur. Alors après, on va privilégier selon les projets qu'on a. La plupart des personnes qui ont pour projet de faire des ravalements de façade vont passer par l'extérieur ou des personnes qui habitent déjà dans le logement pour éviter des travaux trop contraignants vont passer par une isolation par l'extérieur également. Et puis, il y a d'autres foyers qui vont préférer isoler par l'intérieur. Ça dépend vraiment du projet qu'on a sur son bâtiment. On peut également donc isoler ce qu'on appelle le plancher bas. En fait, c'est le sol de la maison. Donc, on peut avoir des planchers qui donnent sur du terre-plein, mais également des planchers qui donnent sur des garages, des sous-sols ou des caves. Et il faut savoir que les garages, les sous-sols et les caves, même si elles sont à température un peu tempérée, il y a des échanges de calories entre le volume chauffé, c'est-à-dire le logement que vous chauffez, et ce volume qui est non chauffé. Voilà. Et donc, du coup, on perd en fait entre un sous-sol et un logement. Et là, cette isolation est également importante. Et enfin, bien sûr, il y a les menuiseries, donc les fenêtres, qui sont un poste qui permettent également des économies d'énergie au niveau de l'isolation. Ensuite, il y a donc ce qu'on appelle l'étanchéité à l'air. C'est peu connu, c'est très utilisé aujourd'hui dans le bâtiment neuf, en fait, dans la création des logements. Aujourd'hui, quand on isole sa maison, on rajoute une membrane d'étanchéité à l'air de par vapeur. Pour vous expliquer à quoi elle sert cette membrane, moi j'ai souvent l'habitude d'utiliser cet exemple, c'est que quand on a froid, on met un pull et donc ça nous isole. Mais s'il y a du vent, on a quand même froid. Donc, du coup, on va rajouter un kawé. Et là, on est bien. Et la maison, c'est pareil. Elle a besoin d'un kawé et c'est cette étanchéité à l'air. Aujourd'hui, on l'a fait automatiquement dans le neuf, mais c'est de plus en plus utilisé dans la rénovation et c'est fortement conseillé. Ça permet vraiment d'avoir une isolation beaucoup plus performante. Voilà. Et puis, dans les améliorations également de cette isolation, il y a l'étude à faire sur ce confort d'hiver, d'été dont on a parlé tout à l'heure.
Au niveau des systèmes également, donc une fois qu'on a revu l'enveloppe, on peut parler du système, c'est-à-dire le chauffage et la ventilation. Ben, on peut prévoir de changer son système de chauffage, mais pas que. Il y a des postes importants qui sont par exemple la régulation. On peut avoir une chaudière ou un système de chauffage très performant, mais s'il n'y a pas de régulation, ça ne va pas fonctionner. Enfin, du moins, ça va fonctionner, mais pas très bien. On va continuer à surconsommer alors qu'on pourrait faire des économies. Qu'est-ce que c'est la régulation? C'est dans l'idée, ça peut être un thermostat d'ambiance, donc un thermostat centralisé, où on va pouvoir mettre une température de consigne, c'est-à-dire je suis dans le logement, j'ai besoin de 19 degrés, je ne suis pas là, je peux descendre à 17,5 ou 18 degrés. Ça va être aussi le fait d'avoir une sonde extérieure. Donc, une sonde extérieure va donner l'information à la chaudière et lui dire aujourd'hui, il fait chaud ou il ne fait pas très chaud. Donc, du coup, on va adapter la température d'eau qu'on envoie dans le réseau hydraulique. Ça peut être des robinets thermostatiques. Et tous ces ensembles vont permettre de faire des économies d'énergie. Donc, la chaudière ou le système de chauffage n'est pas suffisant à lui tout seul. Cette régulation est vraiment très importante avec. Et cette régulation peut être programmée, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, via les thermostats d'ambiance, indiquer à sa chaudière, on est absent de telle heure à telle heure, on n'a pas besoin d'avoir 19 ou 20 degrés dans le logement. De même, la nuit, on n'a pas besoin de chauffer autant. Et donc, du coup, c'est ainsi qu'on peut faire des jolies économies d'énergie rien qu'en touchant sur sa régulation et sa programmation. Donc ça, c'est par rapport au système de chauffage. Au niveau de la ventilation aussi, il faut savoir que beaucoup de maisons sont aménagées de VMC, donc des ventilations mécaniques contrôlées. C'est des moteurs qui sont dans la toiture et qui aspirent l'air et l'humidité qui sont dans les pièces humides, c'est-à-dire les cuisines, les salles d'eau et les toilettes. Beaucoup sont autoréglables, ça veut dire que ce sont des moteurs qui fonctionnent constamment à vitesse 1 ou 2, mais qui fonctionnent H24 dans le logement et qui aspirent votre air chaud et le rejettent dehors tout le temps. Donc, thermiquement parlant, ce n'est pas très intéressant. Et pourtant, cette VMC, elle est très importante, elle est là pour la qualité d'air intérieur, donc on ne peut pas la supprimer, mais on peut l'adapter. Et il y a des solutions comme par exemple les VMC hygroréglables qui vont gérer l'humidité et donc s'ouvrir ou se fermer, s'actionner selon le besoin de réguler l'humidité dans le logement. Voilà. Puis il y a d'autres systèmes de ventilation comme le double flux qui existent, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails sur les mécanismes. Au-delà du système de chauffage et ventilation, faire des économies, c'est aussi sur l'éclairage. Il est conseillé de passer sur tous des éclairages en LED. Il faut savoir qu'on a 2 fois moins de consommation sur du LED par rapport à de l'halogène, par exemple. Et d'autres solutions également, ce sont les énergies renouvelables. Donc, les énergies renouvelables sont très peu chères. On a pu le voir au niveau du graphique tout à l'heure. Au niveau des coûts, le bois était assez bas. Et imaginez le solaire, il est gratuit. Donc, du coup, c'est encore plus intéressant. La géothermie aussi, c'est le principe d'aller récupérer les calories de la terre en fait, pour chauffer son logement. Donc, tout ça, ça aide à faire des économies d'énergie. Et donc, il faut le voir, comme on a pu le voir au niveau de la vidéo, en rénovation globale, c'est ça qui est intéressant, en performance également. Et ce qu'on peut retenir également au niveau de l'impact environnemental, c'est que quand on réduit son besoin de chauffage, quand on diminue sa consommation en kilowattheure, dont on parlait tout à l'heure, on réduit aussi ses émissions de gaz à effet de serre. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Je vais vous parler également donc, du SPE, on l'appelle le SPE, c'est le service public de performance énergétique de l'habitat. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est donc un service public qui est proposé par les communautés de communes, en fait, où on accompagne les particuliers sur la rénovation de leur logement. Il existe 2 types de services. Le premier, c'est ce qu'on appelle le conseil personnalisé, où vous pouvez avoir un échange avec un conseiller, un technicien, qui va essayer de répondre à toutes vos questions, que ce soit au niveau technique, la mise en œuvre, quel système de chauffage mettre, quels matériaux, quels sont les budgets, mais aussi sur les aides financières. Qu'est-ce qu'on peut demander, à quoi est-ce qu'on est éligible? Parce que tous les foyers, selon leur composition, selon leur revenu fiscal de référence, selon leur secteur, n'ont pas les mêmes aides en fait. Donc voilà, tout ça, le conseiller est là pour pouvoir y répondre. C'est un service qui est gratuit. Il y a un deuxième service également qui est ouvert à certains foyers, qu'on appelle l'accompagnement à la rénovation énergétique,
où là, un technicien peut venir chez vous faire ce qu'on appelle une évaluation thermique. Donc, en fait, il va venir sur place faire un état des lieux de votre logement, voir ses points faibles, ses points forts, et par rapport à ça, va vous préconiser 3 scénarios de travaux sur lesquels on va vous dire, voilà la priorité de votre logement, ça coûte tant, vous pouvez mobiliser tant d'aides, le gain énergétique est de temps, du coup, le retour sur investissement est de temps. L'objectif, c'est que vous ayez toutes les clés en main pour pouvoir vous décider sur vos travaux et faire les meilleurs choix en toute connaissance de cause. On peut vous mettre en relation avec des artisans qui sont référencés chez nous, vous accompagner sur l'analyse des devis et également sur le montage des aides financières. Alors, les aides financières, parlons-en, il y en a beaucoup. Elles dépendent vraiment de plein de choses. Donc, j'insiste vraiment sur le fait que si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse y répondre, parce que c'est vraiment du cas par cas. En tout cas, elles peuvent être nommées. Déjà, il y a la TVA réduite à 5,5 qui est fait pour l'isolation et pour le système de chauffage. Il y a également l'aide de l'État. Alors avant, on avait le crédit d'impôt. Aujourd'hui, c'est MaPrimeRénov' qui se demande avant travaux. Il est conseillé même de le faire avant signature de devis. On a les aides de l'ANA également, MaPrimeRénov' Sérénité. Les certificats d'économie d'énergie, alors ça, c'est les fournisseurs d'énergie, gaz, électricité et fuel qui vous rachètent vos économies d'énergie. Donc, à chaque fois que vous allez faire des travaux, vous pouvez demander un certificat d'économie d'énergie. Sur certains secteurs, on a même des aides locales. Voilà, toutes ces aides se demandent sous condition qu'on fasse appel à des artisans qui aient la certification RGE, ça veut dire reconnu garant de l'environnement, et qui vous proposent bien sûr des produits qui sont adaptés, qui correspondent à l'éligibilité de ces aides. Elles changent selon les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs, est-ce que c'est une maison secondaire ou principale, voilà, tout ça, c'est encore une fois du cas par cas. Et au-delà des aides, on peut également demander des prêts. Il existe le plus connu, l'éco-prêt à taux zéro. C'est un prêt à taux 0% qui peut s'emprunter sur maximum 15 ans. Et selon le nombre d'actions, on peut emprunter de 15 à 50 000 euros de montant. Il existe également le prêt avance rénovation. C'est un prêt hypothécaire. Le principe, c'est qu'on fait le prêt et on le rembourse au moment de la vente du logement ou de la succession. Et il existe également le prêt travaux d'amélioration de chez Action Logement. On a fait le choix également, donc, pour vous expliquer ces économies d'énergie, de vous présenter une étude qu'on a faite sur le département de l'Ain. Donc, c'est un cas concret. On a visité un logement des années 50 qui fait environ 170 mètres carrés. Je vais vous expliquer un petit peu comment il fonctionne, qu'est-ce qu'on a préconisé et quels sont les gains estimés pour ce logement. Comme ça, ce sera un peu plus réel. Donc, cette maison, c'est une maison sur 2 étages. Elle est posée sur un sous-sol. Elle est en moellon et il n'y a pas d'isolation. C'est du vide d'air et ensuite, il y a une brique plâtrière qui fait la finition. À l'époque, on pensait que c'était isolant. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est très peu isolant. Donc ça, c'est au niveau des murs. Cette maison, elle donne sur le sous-sol et entre le logement et le sous-sol, on est sur une dalle en béton. Il n'y a aucune isolation. Les menuiseries ont été changées il y a environ 10 ans, donc elles sont plutôt récentes. Elles sont en PVC, double vitrage, assez épais, donc elles restent assez intéressantes. On a une toiture, on est en comble aménagé, c'est-à-dire qu'on est tout sous rampant, tout vraiment en isolation sous rampant. On a un très gros inconfort en été, il fait vraiment très chaud. Et en effet, on peut deviner au vu de l'épaisseur de la toiture, ça se voit avec un Velux d'une dizaine de centimètres d'isolant. Et puis, on peut penser qu'avec le temps, cet isolant, il a glissé, il s'est tassé, il a peut-être même noirci, il peut avoir pris l'humidité et du coup ne plus être efficace. Donc ça, c'est au niveau de son enveloppe de cette maison. Et puis au niveau de son système, les propriétaires ont changé récemment la chaudière. Ils sont passés en chaudière gaz de ville condensation, un gaz naturel. Donc c'est une chaudière qui est très efficace, mais elle n'a pas de régulation, pas de thermostat d'ambiance, pas de sonde extérieure. Il y a juste des robinets thermostatiques dans le logement. Et il n'y a pas de ventilation non plus, pas de VMC. C'est uniquement une ventilation par ouverture de fenêtre.
Du coup, l'état des lieux de ce logement, c'est que ça donne une étiquette énergétique. Aujourd'hui, les maisons sont notées un petit peu comme des électroménagers. On a 2 étiquettes. À gauche, vous trouvez donc en couleur verte et rouge la consommation d'énergie du logement. Donc, c'est ce qu'il consomme. Là, aujourd'hui, on est sur un logement qui consomme 281 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. On est presque en passoire thermique. F et G, on commence à parler de passoire énergétique sur les logements. Là, on est en classe E. Et à droite, vous avez les émissions de gaz à effet de serre de ce logement. On est en classe F. Et en gros, ce logement, il consomme. Et du coup, pour chauffer et faire l'eau chaude de ce logement, on utilise le gaz, vu que c'est le système de chauffage. Et ce gaz, quand on combuste, il émet du gaz à effet de serre. Et c'est cette note-là qu'on voit à droite, qui est donc de 68 kg de CO2 par mètre carré par an. Donc, quand on fait le point sur toutes les déperditions de ce logement, quand on fait l'évaluation thermique, on se rend compte que ce logement-là, particulièrement, il déperd 40% quasiment par les murs. Ça reste un chiffre important et c'est tout à fait normal. Les murs ne sont pas isolés, on l'a vu, il n'y a qu'une contre-cloison avec un vide d'air. Et en plus, c'est la plus grosse surface. Il y a plus de murs que de toits, que de sols, que de fenêtres. Donc, ça reste la déperdition principale. Le sol est le deuxième poste déperditif. On est presque à 21% de déperdition par le sol. Il donne sur un sous-sol qui n'est pas chauffé et il y a énormément de pertes à ce moment-là. Les menuiseries, on va être à 17% de pertes. La ventilation à 11%. Et la toiture, on est à une dizaine de pourcentages de pertes. On peut se rendre compte qu'il y a quasiment autant de surface de toit que de sol. Et pourtant, c'est le sol qui déperd le plus, alors qu'on n'arrête pas de nous dire « c'est par le toit que ça perd le plus ». Ben non, ça dépend des logements, ça dépend de comment il fait l'isolation. Là, on a une maison qui est peu isolée, mais elle a quand même 10 cm dans le toit, donc elle déperd moins sur le toit que sur le sol. Donc, il faut vraiment faire attention et bien réfléchir à son propre cas, à son propre logement. C'est très différent de ce qu'on peut entendre en général. Donc, voici les travaux qu'on a préconisés. Alors, on a fait plusieurs scénarios. Là, j'en ai sélectionné un sur les 3. On a proposé donc à ce particulier différents travaux par rapport à son projet. Il y avait l'isolation du plancher bas, car c'était assez évident au vu de la déperdition. L'isolation également de la toiture. Le but était de la rendre plus performante. Et là, on a préconisé, comme on peut le voir par exemple, de la laine de bois, donc qui est un des matériaux biosourcés qu'on peut préconiser. Et sur les murs, également, une isolation par l'extérieur. Donc là, c'était surtout parce que les particuliers habitent déjà sur place. Ils ne se voyaient pas refaire toute leur décoration intérieure. Et la façade était vieillissante. C'était l'occasion de se lancer dans l'isolation par l'extérieur. On a également la préconisation d'installer une VMC hygroréglable pour avoir une bonne qualité d'air intérieur. L'hygroréglable va permettre, comme on a pu le voir en amont, de faire quelques économies d'énergie par rapport à d'autres systèmes de VMC qui sont plus déperditifs. Et bien entendu, la régulation pour adapter à la chaudière une bonne température dans le logement. En faisant tous ces travaux, le particulier peut faire une économie au total de 60% de gains sur sa consommation énergétique, donc sur l'eau chaude et sur le chauffage. Alors là, on parle surtout du chauffage sur ces travaux-là. Et forcément, comme il consomme moins, il va émettre moins d'émissions de CO2. Et donc, là, ça correspond à 41 kg de CO2 par mètre carré par an. En gros, c'est 71 000 km d'une petite voiture par an. Donc, c'est énorme. Ce qu'on en conclut sur ce logement, c'est qu'avant travaux, il avait besoin de 48 800 kWh de fonctionnement. Ça correspond à 3 100 € à peu près de facture par an de gaz. Après travaux, avec ces 60% de gains, on va passer à 19 000 kWh. Et notre facture va diminuer à 1 600 € par an. Donc, ça fait quand même un gain de 1 500 € au total rien que sur ces travaux-là. Le coût des travaux a été estimé autour des 46 000 € sur tous ces travaux-là. Le particulier peut demander des aides. Alors là, on a adapté par rapport à ce projet-là. On pouvait mobiliser jusqu'à 18 000 € d'aide. Et du coup, en prenant en compte donc, le reste à charge, l'augmentation du coût de l'énergie, on peut calculer un retour sur investissement de 12 années. Pour finir, du coup, la dernière partie sur les petits éco-gestes qu'on peut adopter pour réduire nos consommations énergétiques et donc notre impact sur l'environnement.
on va catégoriser un petit peu ces éco-gestes. On peut dire depuis chez nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On a déjà parlé de la température de consigne qu'on peut mettre à bon escient, on va dire. Je rappelle qu'un degré de chauffage en plus implique 7% de consommation de chauffage supplémentaire. Donc, c'est vraiment pas négligeable. D'autant plus quand on a fait le choix d'isoler sa maison, de rénover sa maison, donc on a fait le plus difficile. Il faut que notre comportement aussi soit adapté et qu'il n'impacte pas sur ces beaux efforts. Il y a aussi la température de notre chauffe-eau, qu'on l'on peut abaisser à 55 ou 60 degrés. Ça permet de diminuer bien sûr les consommations tout en limitant l'entartrage du chauffe-eau, donc en améliorant, on va dire, sa durée de vie. Et c'est bien sûr sans risque pour la santé, il n'y aura pas de risque de lésionnel ni rien. Troisième petit éco-geste depuis chez nous, pensez à éteindre bien sûr nos appareils et pas les laisser envahir. Typiquement, un petit exemple, il ne faudrait pas, on va dire, brancher son téléphone la nuit parce qu'il se charge bien plus vite que nous, on va dire, pendant notre sommeil. Et qu'une fois chargé, l'alimentation de certains câbles continue à appeler de l'électricité, donc c'est vraiment de la consommation perdue. Quatrième petite chose, les électroménagers. Pensez à regarder les étiquettes énergie associées, c'est comme pour les maisons. Pensez aussi à l'entretien. Notre réfrigérateur, il a une grille derrière qu'on peut nettoyer pour éviter les surchauffes. Pareil pour notre congélateur. Quand on sait que 2 à 3 mm de givre, ça représente 30% de consommation supplémentaire, eh bien, il vaut mieux dégivrer 3 fois par an son congélateur. Donc voilà, des petites choses déjà depuis chez nous qu'on peut faire. Ensuite, en partant de chez nous, donc tout ce qui va toucher à la mobilité, on peut penser à la mobilité douce, la marche ou le vélo pour aller chercher notre pain à la boulangerie ou nos viennoiseries du dimanche. C'est une bonne solution. Deuxième solution, au covoiturage pour aller au travail, même si c'est qu'une fois par semaine, mais ça a un impact très positif de faire ça. Utiliser les transports en commun, bien sûr, quand c'est possible. Troisième chose, quand on part, bien sûr, par exemple en vacances, privilégier le train plutôt que l'avion pour des trajets courtes distances. Voilà, des petites choses comme ça qu'on vous rappelle. C'est des éco-gestes, c'est des choses simples, mais qu'il faut rappeler parce qu'on les oublie trop facilement. Dernière catégorie, on peut dire pour nous, ça correspond à nos consommations. Par exemple, pour notre consommation alimentaire, on peut penser à privilégier des producteurs locaux, que ce soit pour les fruits ou les légumes, et voire même lancer son propre petit jardin pour sa production personnelle, pourquoi pas, si on a un extérieur. Aussi, pour nous, l'économie circulaire et locale, c'est aussi une notion pour les appareils électroménagers ou pour le jardin ou pour l'habillement. Il y a plein de choses qui existent sur les plateformes de vente de particulier à particulier. On ne va pas en citer, mais vous voyez où on veut en venir. Pour terminer, un petit test que l'on vous invite à faire, ça permet d'évaluer en fait votre comportement quotidien dans le domaine énergétique, donc nos consommations dans nos logements, nos consommations alimentaires, nos déplacements, nos consommations en habillement, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment la première étape avant un changement de comportement. C'est nécessaire de connaître son impact déjà maintenant pour savoir d'où on part et savoir où on peut aller en s'améliorant, bien sûr, et réduire notre impact énergétique et réduire vos consommations et donc réduire vos factures. Et il est temps de passer à vos questions. Je rappelle que, je ne sais pas s'il y a des gens qui se sont rajoutés, que là, on est enregistré, que vous pourrez re-regarder ce webinaire. Là, on va regarder vos questions que vous avez posées dans la partie Q&R et non pas discussion. On va sélectionner des questions, bien sûr, parce qu'il y en a, c'est bien, vous avez bien réagi dans les questions-réponses. Donc, pour ce qui est des questions plus personnelles, on va dire, qui correspondent vraiment à votre projet, certaines, on ne va pas répondre, mais n'hésitez pas surtout à nous contacter. On vous met, vous avez en bas le contact là, du standard et l'adresse mail pour nous contacter directement.
Donc, comment tu veux faire? On peut commencer déjà par les premières questions qu'on a. Ouais. Donc, la première, c'est donc pour une maison de plein pied, est-ce qu'il est possible de minimiser la chaleur par un système pour bloquer les volets en laissant un peu entrouvert? Et donc, il y a des systèmes de volets qui s'entreferment de base, mais sinon, il est possible éventuellement de rajouter des baies solaires en fait, qui sont orientables. Donc, ça, c'est des choses qui existent. Deuxième question, qu'est-ce que c'est un matériau biosourcé? En fait, un matériau biosourcé, c'est un matériau qui est d'origine végétale. Pour en nommer certains, il y a la ouate de cellulose, par exemple, qui est du papier recyclé. Il existe également la fibre de bois, donc c'est des laines de bois, des laines de bois qui servent d'isolation. Le chanvre, il y a des matériaux qui sont mélangés, lin, coton, il y a même du métis, du vêtement recyclé. Voilà, des matériaux biosourcés, c'est ça, c'est des matières végétales. Pour l'isolation de la toiture, ce qui est important de regarder d'un point de vue technique, c'est ce qu'on appelle un déphasage. Le déphasage, donc c'est le temps pendant lequel la chaleur va traverser l'isolant pour entrer dans le logement. Et plus le déphasage est long, et plus vous aurez un confort d'été. Donc, pour vous donner une idée, la laine de verre, laine de roche, on est autour de 4-6 heures de déphasage. Une fibre de bois très dense, parce que la densité joue, on peut atteindre les 12 heures de déphasage. Et donc, on a un confort qui sera plus important. Peut-être pour compléter, du coup, ça dépend aussi de votre typologie de comble. Si c'est aménagé ou non, ce ne sera pas la même disposition de l'isolant. Donc, c'est soit sous rampant, soit directement sur le plancher haut. Donc ça, c'est des choses qu'il faut voir. Si vous voulez aménager, ça ne sera pas la même solution que si vous n'aménagez pas. Donc, juste peut-être pour compléter. Parce qu'il y a des isolants qui sont soufflés, il y a des isolants qui sont à dérouler. Enfin, voilà, il y a plusieurs typologies. Même pour les matériaux biosourcés, ça ne change pas les typologies existantes, on va dire, de pose. Et l'épaisseur va énormément jouer également. Aussi, ouais. Il faut savoir que 5 cm de laine de bois, il y aura un meilleur déphasage si on a 30 cm de laine de verre. Donc voilà, l'épaisseur joue. Oui, les préconisations d'isolation pour des combles, on vise 30 à 40 cm d'isolation aujourd'hui pour une isolation performante. Donc, voilà. Alors après, je vois qu'il y a des questions sur les copropriétés. Dans notre service, on a des spécialistes de la copropriété, 2 personnes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir ces personnes au téléphone pour qu'elles puissent vous renseigner exactement au cas par cas. Et oui, les copropriétaires peuvent bénéficier de certaines aides. Donc, ça vaut le coup de vous renseigner. Alors, une construction récente de 2007 nécessite-t-elle d'être reprise côté isolation de façade? Une chaudière gaz performante est-elle une bonne solution si la toiture a été réisolée en 2020? Je vais répondre sur la partie chaudière. En fait, je vais paraphraser un de mes collègues. Si la solution idéale existait, on l'aurait tous adoptée. En fait, ça dépend de votre typologie de bâtiment, ça dépend de vos consommations, ça dépend si vous avez mis en place une régulation ou non. Ça peut être une bonne solution. Comme ça peut ne pas être la meilleure solution. Donc ça, pareil, si vous avez ce genre d'interrogation, on vous invite à nous contacter parce que c'est vraiment des cas particuliers. Il faut vraiment voir votre maison, comprendre comment elle fonctionne, et quelles sont ses caractéristiques. Donc ça, je pense que c'est plus facile de vous répondre au cas par cas parce que effectivement, une chaudière gaz performante, en plus, oui, c'est une bonne solution, mais pour qui? C'est toujours le même problème. Voilà, c'est pas si évident que ça, la réponse. Une autre question. Donc, nous avons isolé l'intérieur de nos combles. Est-ce qu'il faut isoler le plancher entre la chambre et le salon? Non, parce que le salon est un volume chauffé, les chambres sont un volume chauffé, donc on n'isole pas entre les deux. Le but est qu'il y ait un échange dans l'ensemble de ce volume chauffé, en fait. Donc, on isole tout autour de cette enveloppe, mais pas entre les pièces. Qui est éligible à l'accompagnement? Alors, qui est éligible à l'accompagnement et quels sont les critères? Donc, les foyers éligibles à l'accompagnement sont les foyers qui ne sont pas éligibles
aux aides de l'ANA qui s'appelle MaPrimeRénov Sérénité. Donc, ça va dépendre de votre revenu fiscal de référence. Ce sont les foyers qui ont des revenus soit intermédiaires, soit revenus élevés. Ça peut être des propriétaires bailleurs, ça peut être des propriétaires occupants. Ça va dépendre de l'année aussi du logement. Il y a plein de choses en fait qui correspondent. Donc, le mieux, c'est de nous appeler et de nous donner votre revenu fiscal de référence et on vous posera plusieurs questions sur le logement pour voir si vous pouvez bénéficier de cet accompagnement. Il est financé en très grosse partie par les communautés de communes. Il y a un reste à charge pour tous les secteurs qui est de 150 €. Pour le photovoltaïque, il n'y a pas d'éco-prêt à taux zéro. La seule aide qui existe sur le photovoltaïque aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une prime à l'investissement qui se propose pour certains contrats quand il y a de l'autoconsommation et de la revente partielle. Voilà. Mais sinon, on ne peut pas bénéficier de d'autres aides. Après, aussi pour le photovoltaïque, les aides en fait, sont un peu diluées dans les tarifs d'achat d'électricité. En fait. Quand vous faites de la vente totale ou de la vente partielle, vous allez, EDF en l'occurrence, en tout cas les personnes sur le réseau vont vous acheter cette électricité qui est produite et qui est réinjectée sur le réseau. Donc en fait, les aides sont visibles ici. Hein. Voilà. Vous produisez de l'électricité et si vous ne le consommez pas, vous le vendez quand vous êtes dans cette option-là. Et c'est là qu'en fait, vous gagnez de l'argent, on va dire. Il y a encore des questions sur les copropriétaires. Pareil, on vous invite à contacter l'agence pour avoir les personnes qui sont spécialistes, on va dire, des copropriétés. Ça sera bien plus pertinent pour vous. De même pour les SCI également. Alors, les aides n'arrêtent pas d'évoluer là-dessus, donc il vaut mieux nous contacter pour qu'on puisse faire le point dessus. Bonjour, nous sommes à Védon pour nous prendre rendez-vous. Alors, sachez qu'il y a certaines… donc oui, nous, on est sur Bourg-en-Bresse. Sachez qu'il y a possibilité sur certains secteurs, et par exemple, Bénaud, c'est la communauté de communes de Miribel et Plateau, on peut on a des permanences physiques 2 fois par mois. Donc, on peut vous proposer des permanences au plus proche de chez vous. Et ça, c'est surtout le département de l'Ain. On a certaines dates sur lesquelles on peut se déplacer pour vous rencontrer gratuitement pendant 1 heure dans ces locaux. Voilà, donc ça, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à appeler donc, le 04 74 45 16 46. De nouveau, une question sur les matériaux biosourcés. Donc, j'espère qu'on a répondu du coup en donnant des exemples tout à l'heure. On a déjà répondu à ce genre de questions. Grille de revenus. Il y a des questions qui sont récurrentes, du coup, vous ne formalisez pas si on ne répond pas à votre question que vous avez formulée comme ça. Mais du coup, vous avez eu déjà des indications, donc n'hésitez pas à reformuler si vous avez une autre question plus précise ou non. Et si c'est vraiment précis, de nous contacter encore une fois au numéro qui s'affiche. Là, je vois une question. Est-ce qu'un plancher rajouté sur un carrelage peut être efficace pour isoler un sous-sol? Alors, rajouter du carrelage sur du carrelage ou du bois, un plancher bois sur du carrelage, il n'y a aucun apport thermique, hormis peut-être une sensation différente si c'est un plancher stratifié ou bois. Non, l'isolation, c'est vraiment une épaisseur d'isolant, en fait. Voilà. C'est vraiment ça qui va jouer. Si vous voulez isoler le sous-sol, il vaut mieux de rajouter un isolant au plafond de votre sous-sol pour isoler la dalle. Il y a une question au niveau du Pays de Gex. La pompe à chaleur n'est pas optimale, c'est ce qu'on a dit à la personne, car les hivers sont trop rigoureux et elle est énergivore. Avez-vous un avis sur le choix pompe à chaleur ou chaudière à granulés? Je vais me répéter. La solution, il faut évaluer en fait votre cas, si c'est la pompe à chaleur ou la chaudière à granulés qui est le plus avantageux pour vous. On va évaluer ça en projetant sur 20 ans ce que ça peut donner. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment particulier. Il n'y a pas de réponse, en fait. Malheureusement, il n'y a pas de solution idéale.
c'est vraiment au cas par cas. Et ça, c'est encore une fois, il faut nous contacter. Je vous invite vraiment à nous contacter pour répondre à votre problématique, en fait. On voit également des questions sur les panneaux solaires. Donc, il existe deux types de panneaux solaires, les thermiques et les photovoltaïques. Il faut savoir qu'en photovoltaïque, c'est de la production électrique. Nous, on a tendance quand même à préconiser de d'abord réfléchir à faire des économies d'énergie, penser à réduire votre consommation avant de penser à produire de l'électricité. C'est vraiment une autre démarche. Dans tous les cas, pareil, les conseillers sont formés pour répondre à vos questions sur le photovoltaïque ou sur le thermique également. Donc, le thermique, c'est en gros utiliser la chaleur du soleil pour chauffer de l'eau, que ce soit en chauffage ou en eau chaude sanitaire. Voilà, on pourra vous renseigner à ce sujet. Une autre question sur des combles aménagés. Donc, nous avons un plafond cathédrale. Existe-t-il des aides pour un isolant soufflé sous le toit directement? Oui, ça s'appelle l'isolation sous rampant. C'est le même. Alors, soit on souffle un isolant entre le placo et la volige, par exemple, soit on... Enfin, pardon. Voilà, ça, c'est la solution. Et donc, du coup, au niveau des aides, on peut bénéficier de certaines aides pour les rampants. Contacter. Donc, qui contacter pour une étude de notre maison? Nous. Si vous souhaitez être accompagné par nos services, il ne faut pas hésiter à nous appeler, nous expliquer votre projet, vos conditions, enfin tout. N'hésitez vraiment pas. C'est l'objet aussi de ce webinaire, nous faire connaître, savoir qu'on est là pour vous aider, pour vous accompagner à trouver les meilleures solutions pour vous, pour la rénovation de votre logement, pour avoir un meilleur impact sur l'environnement, réduire votre facture. Vraiment, c'est notre rôle et il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter. Et au niveau de la question sur les fournisseurs RGE, il faut savoir qu'il existe un site qui s'appelle francerenov.gouv.fr, qui est un site gouvernemental sur lequel vous pouvez trouver toute la liste des artisans RGE qui sont autour de chez vous. Vous choisissez le type de travaux, votre localité, la dimension de recherche, 20 km, 10 km, et vous aurez tous les artisans RGE autour de chez vous, ce qui permet de faire appel à des artisans locaux. Ça te l'a déjà répondu. Je peux passer la slide suivante. Bon, visiblement, il n'y a plus de nouvelles questions. Merci de nous. Merci pour vos retours. Merci de nous féliciter comme ça fait plaisir. N'hésitez pas, on redit, n'hésitez pas à nous contacter pour vos projets de rénovation énergétique. N'hésitez pas à revisionner, on vous enverra le lien, revisionner ce webinaire si vous avez zappé quelque chose ou si vous avez besoin de revoir tout ça. Merci vraiment beaucoup.